Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui résume le chapitre 5, partie 2, donc la deuxième partie de l'électromagnétisme qui sera au prochain test. Alors, on commence, le chapitre est divisé en 4 sections. On commence avec la loi d'Ohm. Donc, on avait fait un laboratoire là-dessus. Voici la loi d'Ohm que vous devez connaître. R est égal à U sur I. Ou on peut aussi décortiquer ou modifier un peu l'équation et isoler les autres variables. On peut aussi avoir U est égal à R sur I ou I est égal à U sur R. Donc, vous voyez ici, tout ce que j'ai fait, c'est d'aller isoler les trois variables. U, on se rappelle que c'est la tension électrique, c'est la quantité d'énergie par unité de charge, donc la quantité d'énergie que les électrons vont avoir lorsqu'ils circulent dans notre circuit. I, c'est l'intensité du courant électrique, donc c'est la quantité d'électrons qui circulent en un point du circuit. Et R, c'est la valeur de la résistance. Donc R, c'est la difficulté, on pourrait dire, que les électrons ont à traverser un élément ou une partie du circuit. Alors, ce qu'il faut savoir ici, je vous montre une image d'un circuit simple. Donc, on a une batterie, un petit résistor, un ampèremètre qui mesure le courant électrique, qui est toujours branché en série, et un voltmètre qui mesure la tension électrique, donc U, qui est toujours branché en parallèle. Donc, pour bien comprendre la loi d'Ohm, oui, c'est d'être capable d'appliquer la formule, mais c'est aussi de comprendre ce que ça veut dire. Donc, la loi d'Ohm nous dit, par exemple, que si j'augmente la valeur de la résistance, on va prendre la deuxième équation ici. On va prendre la première, pardon. Si j'augmente la valeur de R, donc mon résistor, plutôt que d'avoir une résistance de 5 ohms, il a une résistance de 100 ohms. Qu'est-ce qui va arriver avec I, l'intensité du courant électrique? Donc, l'intensité du courant électrique I va augmenter ou diminuer? C'est là la question à se poser. Si j'augmente logiquement la valeur de ma résistance, c'est donc plus difficile pour les électrons de circuler, je vais avoir un courant I qui va être plus petit. Donc, on va dire que R est inversement proportionnel à I. Donc, si R augmente, mon I diminue. Donc, c'est inversement proportionnel. Par contre, toujours dans la même situation, si j'augmente ma valeur de ma résistance, ici, qu'est-ce qui se passe avec U, avec la quantité d'énergie perdue par mes électrons lorsqu'ils passent dans ce même résistor? Donc, imaginez que mon résistor avait 5 ohms au départ. Encore une fois, il passe, je le transforme, je mets un nouveau résistor de 100 ohms. La tension U aux bornes de ce résistor va être comment? Plus petite ou plus grande? La tension va être plus grande. Donc, ici, on va dire que c'est plutôt une relation qui est directement proportionnelle. Si la valeur de la résistance augmente, la tension électrique aux bornes de ce résistor-là va augmenter également. Donc, R et U sont directement proportionnels. Voilà. Ça, c'est pour la loi d'Ohm en la partie plutôt mathématique. Maintenant, la partie plutôt pratique, vous l'avez fait en laboratoire. Lorsqu'on fait un graphique de la tension, super important, qu'on va mettre sur l'axe des Y en fonction de l'intensité du courant électrique qu'on va mettre sur l'axe des X. On va donc faire varier la tension. On va faire varier l'intensité du courant électrique, puis on va avoir différentes tensions. On va se rendre compte qu'on a une droite. OK? Donc, si on mesure le taux de variation de cette droite-là, c'est ce que vous avez fait en laboratoire, on va trouver la valeur de la résistance. Donc, je vous explique comment c'est possible. En faisant donc delta Y sur delta X, donc on va choisir deux points, exemple celui-ci, celui-là, on va trouver un taux de variation. Et pourquoi ce taux de variation il correspond à la valeur de la résistance? C'est si on compare avec la formule de base de la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Vous allez voir la ressemblance. Et si je compare avec la formule de base d'une droite, Y est égal à AX plus B. Donc, ce qui arrive, est-ce que j'ai un ordonnée à l'origine ici ou c'est plutôt 0 mon ordonnée à l'origine? On a un ordonnée à l'origine de 0. Donc, je vais pouvoir dire bye-bye à mon plus B ici. Je n'ai pas de valeur pour ça. Et là, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que quand je place sur l'axe des Y ma tension et quand je place sur l'axe des X mon intensité du courant électrique, je me rends compte que le taux de variation qui est A est en fait la valeur de la résistance. Alors, c'est bien important. Ça se peut qu'il y ait des questions comme ça dans le test. Si vous avez un graphique de U en fonction de I, vous trouvez le taux de variation de la droite et vous allez obtenir la valeur de la résistance de ce résistor.
Donc, c'est tout pour la partie sur la loi d'Ohm. Maintenant, la puissance électrique. Lorsqu'on utilise des appareils électriques, c'est important. Par exemple, sur les ampoules, on va avoir 60 watts. Sur un micro-ondes, on peut avoir un autre wattage, une autre puissance. Donc, chaque appareil a sa propre puissance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? La puissance, c'est la quantité d'énergie consommée par unité de temps d'un appareil. Donc, plus c'est puissant, plus il va consommer d'énergie. Et là, il y a deux formules qu'il faut savoir appliquer. P est égal à E sur delta T. Et on peut aussi utiliser, lorsqu'on est plus dans la section graphique, P est égal à U fois I. Donc, ça va dépendre de ce qui vous sera donné dans les problèmes. Vous allez choisir. Des fois, il faut utiliser les deux formules même. Quand on parle de E ici, je veux juste décortiquer ça. La quantité d'énergie, normalement, elle est en joules. Okay? Donc, quand la quantité d'énergie, elle est en joules... Oh, je vais changer de couleur. Quand la quantité d'énergie, elle est en joules, et que le temps est en secondes, j'obtiens une puissance qui est en watts. Là, vous allez voir qu'on parle souvent de kilowattheure. Le kilowattheure, c'est une autre forme d'énergie. Donc, plutôt que d'utiliser, ici, on va faire un petit lien. Si on isole le E, on va dire E, c'est égal à la quantité d'énergie à la puissance fois le temps. Donc, si ici, j'ai encore une fois ma puissance en watts fois mon temps en secondes, je vais obtenir une quantité d'énergie en joules. Mais dans certains cas, c'est utile d'avoir une unité d'énergie comme le kilowattheure. C'est surtout pour des quantités de joules qui sont très, très grandes. Donc, ce qu'on va faire, la seule différence, c'est que plutôt que d'y aller avec des joules, je vais avoir des kilowattheures. Puis ce que je dois faire, c'est qu'à la place d'avoir une puissance en watts, je vais transformer ça en kilowatts. Et je vais avoir un temps qui va être en heures. Donc, ça va me donner une puissance en kilowattheure. Donc, tout dépendamment du type de problème qu'on vous demande, si on vous parle de kilowattheure, pensez à transformer la puissance en kilowatts et le temps en heures. Et vous allez obtenir une quantité d'énergie, kilowattheure, qui peut être transformée, c'est ça, en joules. Si vous devez, si vous devez le faire, je vous conseille de l'apprendre par cœur. La façon de transformer, c'est avec un produit croisé. On sait que 1 kWh, ça correspond en fait à 3 600 000 joules. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire tout votre numéro en joules et le transformer en kilowattheure à la fin. Ça aussi, c'est possible. Ici, je voulais juste vous montrer dans le graphique. On a un graphique de la quantité d'énergie, de l'énergie électrique consommée en fonction du temps. Donc, ce qu'on remarque, plus le temps avance, plus la quantité d'énergie électrique va être grande selon la puissance. Donc, voilà, selon la puissance, selon le temps d'utilisation. Donc, ça, c'est logique. Si on regarde dans la formule, ici, si j'augmente mon temps d'utilisation, je vais augmenter la quantité d'énergie consommée. C'est donc directement proportionnel et c'est très, très, très logique. Voilà. La dernière section, c'est la section sur le magnétisme. Alors, on commence avec force d'attraction et de répulsion magnétique. Donc là, tout d'abord, vous savez un peu comment ça fonctionne un aimant. On a toujours un pôle nord, un pôle sud. Un aimant, ça va créer autour de lui un champ magnétique qui est invisible à l'œil nu, mais dont on peut voir les effets. Comment est-ce qu'on peut voir les effets? On va placer des petites boussoles autour et on va voir l'aiguille de la boussole se mettre à bouger. Alors, une boussole, attendez, je vous en dessine une ici. C'est tout simplement un petit aimant comme ça qui est placé sur un pivot et qui peut tourner. Et là, c'est important de savoir que la partie en rouge de ma boussole, c'est le pôle nord de mon aimant et l'autre partie, c'est le pôle sud. Alors, quand on regarde ici sur l'image, on voit que c'est le pôle nord de la boussole qui va pointer toujours vers le pôle sud parce qu'il est attiré vers le pôle sud de mon aimant. Tac, 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 on voit ça. Et donc, ça, vous devez être capable de comprendre. On dessine des lignes comme ça qui partent toujours du nord et qui rentrent vers le sud. D'accord? Plus les lignes sont rapprochées et plus il y en a des lignes de champ, ça veut dire que le champ magnétique est plus intense. Très important. Ensuite, si on regarde ici un petit peu plus bas, je voulais vous montrer, c'est assez important, ce qui se passe quand on place deux pôles identiques. Donc, un pôle nord vis-à-vis un pôle nord, regardez, les lignes de champ magnétique se repoussent. Alors, on a une répulsion. Lorsqu'on place deux pôles sud, c'est la même chose. On a une répulsion aussi. Et là, ce qui arrive quand on place... Oups! Oh, j'ai pas pris cette image. OK. Je peux vous la dessiner. Ce qui arrive quand on va placer, mettons, un aimant qui a un pôle nord ici et un aimant qui a un pôle sud, on va plutôt avoir des lignes de champ magnétique qui s'attirent.
D'accord? Donc, ils vont... Oh non, j'ai fait l'inverse. Pardon. Touc, 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 touc. Ça va plutôt du nord, oups, vers le sud, voilà. Je vais voir si je peux pas vous montrer la photo que j'avais tout à l'heure. Touc, touc. Ah voilà, je l'ai ici, ça va être beaucoup mieux. Je vous la montre. Donc, on voit bien ici les lignes de champ magnétique du pôle nord qui rentrent dans le pôle sud de l'autre aimant. Donc, ça ici, c'est plutôt une attraction. Alors que de l'autre côté, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était une répulsion. Ici. Voilà. Et là, il me reste juste une chose dans cette section à vous montrer, c'est que la planète Terre, notre planète, possède, elle aussi, un champ magnétique parce qu'à l'intérieur, c'est comme si on y avait un aimant à l'intérieur de la Terre. C'est causé par les, surtout de fer, du nickel, qui sont présents dans le noyau de la Terre en fusion et donc qui sont en mouvement. Ces minéraux-là sont en mouvement. Et donc, ça crée un champ magnétique qui vient protéger la Terre. Donc, c'est tout comme si on avait un aimant droit au centre de la Terre. Sauf qu'il faut savoir qu'ici, par exemple, on a le pôle nord géographique, mais qui est en réalité un pôle sud magnétique. À l'opposé, en bas, en Antarctique, on a un pôle sud géographique, qu'on connaît très bien, qui est en réalité un pôle nord magnétique. Donc, quand on va venir dessiner les lignes de champ magnétique comme ça, qui sortent du nord et qui s'en vont vers le sud, touc, touc, on pourra en faire quelques-unes, on représente de cette façon-là notre champ magnétique qui nous protège très bien des vents solaires et des particules très énergétiques qui nous sont envoyées par le soleil. Attention, je vous dessine le soleil. Floup, floup, floup. Et voilà. Donc, toutes les particules qui nous sont envoyées par le soleil sont bloquées, une chance, par notre super champ magnétique terrestre. Et donc, dernière partie qui est un peu plus difficile à comprendre, ça vaut la peine de le faire ensemble, c'est le champ magnétique d'un fil parcouru par un courant. Donc, lorsqu'un fil électrique fonctionne, lorsque du courant qui circule à l'intérieur, il va créer autour de lui un champ magnétique, mais là, c'est un peu différent, ça va être des cercles concentriques qu'on va retrouver tout le tour. Donc, on va utiliser, pour savoir dans quelle direction vont les lignes de champ magnétique de ce fil, la première règle de la main droite qu'on voit juste ici. Alors, pour ce faire, vous devez... On va faire un exercice ensemble. Prendre votre main droite, bien sûr. Donc, on va prendre ce fil ici. Et là, il faut savoir, par contre, où est le plus, où est le moins, ou dans quel sens est le courant conventionnel. Ça revient au même. Donc là, je vais inventer ici. On va se dire que tiens, le plus est ici. Le moins est là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le courant conventionnel, c'est celui qu'on utilise lorsqu'on utilise la règle de la main droite, va dans ce sens-là, ici. Touc, touc et touc. Alors, on prend notre pouce de la main droite, on va le pointer dans la direction du courant conventionnel et nos doigts vont venir s'enrouler dans le sens des lignes de champ magnétique. Donc là, vous voyez, votre pouce pointe vers le bas et vos doigts vont s'enrouler derrière, derrière l'écran, donc dans ce sens-là. Voilà, voilà. Si vous mettiez votre tête au-dessus du fil, on verrait que ça se déplace dans le sens horaire. Alors ça, c'est pour le premier exemple. Et pour le deuxième, voilà, c'est très similaire. J'ai juste fait une rotation. Donc, imaginons que je vous dis... OK, je vais vous dire, le plus est ici, le moins est là. Même chose, donc on va regarder le courant conventionnel. On sait que c'est toujours du plus vers le moins. Donc, je vais mettre le I comme ça. Et là, on prend la main droite. Notre pouce va pointer dans le sens du courant conventionnel. Nos doigts vont venir s'enrouler cette fois-ci vers nous. Donc, ils vont se déplacer comme s'ils s'en allaient vers notre visage, donc en sortant de l'écran, comme ça et comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ce petit résumé du chapitre 5. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Merci, bonne journée!